Voici donc un petit aperçu du Tour Auto 2025, un grand cru que nous allons vous raconter maintenant. Comme chaque année, c'est au début du printemps que se déroule la plus prestigieuse course pour voitures anciennes, évocation du Tour de France automobile, le Tour Auto. Allez, on braque à gauche. Elle est à côté de l'autre M1. Il y a 3 M1, on n'attend plus que la dernière. On va la décaler légèrement comme ça. Patrick Peter l'a inventé il y a 34 ans, mais en 2024, il a fait un pas de côté et cette édition est la première qui va se dérouler sans son créateur. Enfin, pas tout à fait. Bonjour, Patrick Peter, premier Tour Auto. Enfin, comme concurrent. On est très calme, on est très tranquille et on n'a pas tous les soucis de l'organisation, donc je suis très content. Je suis tout à fait serein, tout va bien. Si Patrick va découvrir le Tour Auto en tant que participant, Marc Wayoun va quant à lui vivre son premier tour en tant que directeur général. Une grande fierté de reprendre les rênes du Tour Auto et de Peter Auto avec toute mon équipe et nos partenaires. C'est un Tour Auto cette année qui va être placé sous le signe de la sportivité, du rêve et de l'innovation. Le Tour Auto, c'est un rallye qui ne ressemble à aucun autre. C'est un rallye sur route ouverte avec un aspect sportif très important qui rassemble une variété de voitures incroyables, des voitures populaires, des GT, des prototypes, sur un parcours très difficile de plus de 2200 km, 11 épreuves spéciales et un côté sportif et compétition très marqué. Donc le Tour Auto, je dirais que c'est vraiment un rallye, certainement un des rallyes les plus anciens au monde et aussi les plus difficiles et les plus beaux. Bonjour monsieur, dites-moi votre numéro. 133. 133. Ça, c'est le Tour Auto qui commence. Bonjour. Allez, numéro de voiture, non, 155. La voiture 14. On va avoir besoin de petite feuille rose. On a les sacs, vérif administrative. On y va? Allez, go. Comme chaque année, c'est à Paris que les participants se retrouvent pour les contrôles techniques et administratifs, mais également pour 2 journées d'exposition à la porte de Versailles, où les nombreux amateurs ont pu visiter le musée roulant du Tour Auto, exposé pour le plaisir des yeux. Bonjour messieurs, 2 entrées et les petits programmes qui vont avec. Merci, bonne journée. Au revoir. D'imaginer que les gens partent avec ces voitures et traversent une bonne partie de la France. Je trouve ça exceptionnel. Oui, osent les conduire, les emmener sur la route. Oui, c'est ça qui est incroyable. L'avant-départ est aussi l'occasion d'assister à la grande vente aux enchères. 12 000 au téléphone, 13 000 pour moi. 13 000. 13 000. 20 000. Adjugé 20 000 au numéro 5. Merci beaucoup et on continue. Mais aussi croiser des vedettes de tout poil, la plupart évidemment liées à l'automobile. Et parmi tous les dédicaceurs et autres modèles à selfie, ce monsieur dont la taille est inversement proportionnelle au palmarès de pilote de course. 87 victoires en tout quand même, hein. Donc 4 victoires au Tour. Enfin, moi, les moments forts, bien sûr, c'est le Tour de France parce que j'étais très attiré par cette épreuve parce qu'à l'époque, d'abord, c'était un monstre, hein. C'était entre 8 heures et 10 heures de chrono cumulé, hein. Comme on dit, on n'était pas au Club Med, hein. Bernard Darniche ne raterait pour rien au monde le départ d'un Tour Auto, d'autant que cette année, l'un des modèles à l'honneur était la Lancia Stratos. Plusieurs exemplaires étaient engagés et certains que Bernard a sans doute pilotés en période. Bon, t'es prêt? Bah presque, ouais. Vous allez avoir quelques beaux adversaires là sur le plateau 5. Tu avais étudié le roadbook alors? Bah oui, j'espère que ça va suffire, mais... Ah ben une fois que tu as compris comment ça marchait, ça va. Le décor est planté, quittons Paris. Au petit matin, alors que le soleil fait son apparition, les quais de Seine vibrent au son des moteurs direction Vaux-le-Vicomte pour le départ officiel du Tour Auto 2025. Durant une bonne partie de la matinée, les anciennes défilent dans ce splendide écrin des jardins dessinés par le nôtre.
De la plus ancienne du Tour, une Bugatti T55 de 1935, à la plus récente, une BMW M1 de 1980. Entre les deux, 45 ans d'histoire de l'automobile qui va défiler à travers la France durant 5 belles, longues et difficiles étapes. C'est la magie du Tour Auto, c'est le mélange de toutes ces voitures. C'est pour ça qu'on est là, c'est bon, le plaisir de rouler, on a un beau soleil, c'est des voitures magnifiques, c'est des rêves qui se réalisent pour beaucoup et dont je fais partie puisque j'ai attendu un petit peu l'âge pour me payer une voiture comme ça. À peine sorti de Vaux-le-Vicomte que déjà les concurrents en prennent plein les yeux avec un passage en liaison dans le village médiéval de Noyers-sur-Seine, l'un des plus beaux villages de France. Mais il est à présent temps de coiffer les casques. Car oui, le Tour Auto est une course qui se dispute sur des spéciales routes fermées et sur des circuits. Et dès les premières spéciales, ça attaque. Et pour certains, un peu trop même. Histoire de nous remettre de ces émotions, direction l'abbaye de Fontenay, classée au patrimoine mondial et qui accueille les concurrents le temps de la pause déjeuner. Et pour nous, l'occasion de tourner autour d'un très joli coupé de 1972. La première Toyota Celica n'avait pas bonne presse lors de sa sortie, comme pas mal de voitures japonaises d'ailleurs. Une hérésie, car il s'agit d'une part d'un très joli petit coupé, mais également d'une véritable petite sportive abordable et plaisante à piloter, comme le confirment Julia et David. Il y a quelqu'un de très connu qui a couru avec. C'est pas Paul Newman? Si, Paul Newman a couru avec. Alors? C'est quand même une fierté. Maintenant, c'est David. Alors en fait, pour être très honnête, on a cherché pour faire le Tour Auto une voiture qui soit pas trop onéreuse, qui ait un peu de peps et qui soit marrante à conduire. Et en regardant les voitures éligibles, c'est la Celica qui correspondait aux critères. Et même nous, honnêtement, on la connaissait pas avant d'avoir trouvé dans la liste une voiture qui correspondait aux prérequis. Nous, on est très fiers d'avoir une voiture d'assistance qui coûte plus cher que la voiture dans laquelle on court. Et puis une telle démarche permet d'avoir une grande variété de modèles au départ. Ce qu'il faut savoir, c'est que ne peuvent participer que les voitures qui, avant 72, avaient fait le Tour Auto. Qui, à l'époque, s'appelait Tour de France Automobile. Un Spider Alpha est tout sauf une voiture de course et pourtant, elle a participé en période et donc peut être alignée au Tour Auto. Nous, on le fait plutôt à la Dolce Vita et on a le temps et la météo avec nous, donc c'est parfait. Le plaisir de prendre les routes de France, c'est juste incroyable. De participer avec tous ces gens qui sont tous passionnés, que ce soit les participants ou les spectateurs, tout au long de la route, c'est vraiment super. Il est déjà temps de filer vers Dijon avec une halte au circuit de Prenois pour un affrontement en peloton pour chacun des 5 plateaux dans lesquels sont réparties les voitures par année de construction. Nous sommes le mardi fin d'après-midi et le public s'est déplacé en masse pour assister au spectacle. Masse également au parc d'assistance, le premier soir pour accueillir les voitures et leurs pilotes au terme d'une première étape intense, mais qui n'est rien à côté de ce qui attend les concurrents pour la suite.
Mercredi matin, après quelques heures de sommeil, le parc se réveille sous la rosée matinale. La journée s'annonce belle avec un parcours presque inédit vers l'est et un passage sur le circuit de l'Anneau du Rhin. La seule fois que le Tour y a posé les roues, c'était en 2014. Déjà, l'Anneau du Rhin, ça fait pas circuit. Les gens pensent que c'est un anneau, mais c'est pas un anneau du tout. Le circuit, je m'en souviens pas très bien. Je pense que je vais le redécouvrir là une deuxième fois. C'est un circuit très vicieux. Parce qu'il y a un genre de pif-paf devant les tribunes qui ressemble un peu à Spa. Mais sauf que c'est pas large. Mais avant de prendre la route, nous avons rendez-vous avec Jean-Jacques, un fondu d'Alpine et propriétaire d'une très rare A106. Ah, c'est vrai que la 106, c'est une voiture qui reste quand même relativement rare, quoi. Bon, puisqu'il doit y en avoir à peu près, je pense, une trentaine qui roulent, quoi. C'est la première Alpine, quoi. C'est l'Alpine de base. Rodele, quand il a fabriqué cette voiture-là, c'était en succession de la 4 chevaux, quoi. Et puis ça commençait déjà à prendre, à avoir une carrosserie, on va dire, en polyester, quoi, bon, qui était montée sur une base de 4 chevaux qui avait été modifiée, avec un moteur, pour certaines, un peu plus puissant, quoi. Les paysages de l'Est de la France, à travers les Vosges et l'Alsace, ont un parfum très exotique pour le tour auto. Et la trace dessinée par les organisateurs ravit les concurrents, tout sourire à l'arrivée des spéciales. Et cela d'autant plus lorsque le chrono est au rendez-vous, comme chez les Bretmeier père et fils, avec Olivier qui réussit un nouveau scratch dans la matinée au volant de sa BMW M1 et Émile qui est en tête de la catégorie VHC à bord de sa Ford GT40. Non, c'est vraiment cool de pouvoir rouler ensemble. J'ai l'impression que c'est le triangle qui s'est décalé. Ouais. Oh, ma voiture, elle est 20 ans plus vieille. Hein. Je préférais que ce soit dans l'autre sens. Ouais, c'est vrai. Mais bon, c'est le plaisir avant tout, en tout cas, ici. Ouais. Et le reste de la journée va continuer à réussir au Bretmeier ultra performant sur le circuit de l'Anneau du Rhin et son interminable ligne droite de près de 1 km. La plupart des pilotes découvraient la piste et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle a été appréciée. En images, un tour embarqué mixé entre l'habitacle de la Matra MS 650 de John Ofby, la Ferrari Daytona de Alexander Rittweiger, et le casque de Maxime Guéna à bord de sa Porsche RSR. C'était pas mal, une belle découverte. Le circuit est vraiment canon, il y a des belles lignes droites, c'est sympa, il y a des belles courbes. C'était vraiment un super moment. Tout le monde essayait de trouver la bonne trajectoire. Mais une fois qu'on a pris le coup de main, la piste devient très agréable et sinueuse. C'est très chouette. Mais la journée entre Dijon et Mulhouse était surtout celle des 2 Bugatti. Quel symbole pour leurs propriétaires d'emmener leurs avant-guerres jusque sur leur terre d'origine, avec clou du spectacle, une arrivée théâtrale devant l'entrée du musée national de l'automobile et la collection Schlumpf et ses quelques 50 Bugatti, dont 2 des 6 royales jamais construites. Ouais, il a les feux et l'homme porté. Ça, c'est le même modèle. Et encore, c'est pas le même capot. Celle-là, c'est le cabrio. Châssis. C'est l'eau. T'as la vitre arrière. Oh, celle-là, c'est la. Ah non, il y a les phares encastrés. Ah ouais, non. Oh, mais elle était toute un peu différente. Hein. Bah, c'était à la demande. Oui. Là, c'est une voiture. Et puis la même que moi, que là-bas, la dernière. 607 km, 3 épreuves spéciales chrono et un passage au circuit de Bresse. C'est le programme pentagruélique de la journée de jeudi pour rallier Clermont-Ferrand. Stefano et Tommaso sont prêts dès le réveil à Mulhouse pour le jour le plus long. Leur Stratos ronronne et les voici partis au son du moteur V6 Ferrari.
Car oui, la Stratos était équipée d'un moteur 2,4 litres de Maranello, le même que l'on trouve dans cette voiture. Mais au fait, quelle est la marque de cette machine? Alors sur les cartes grises, c'est marqué Ferrari, mais c'est le seul endroit où vous trouverez Ferrari sur la voiture. Tout le reste est badgé Dino. Dessinés par Pininfarina, les dinos bien représentés au Tour Auto ont clairement donné le ton pour le design des futurs 308, 512 et 355, les Ferrari de route à moteur arrière. C'est une voiture qui est très légère. C'est la première voiture de route à moteur central de Ferrari, qui n'était pas précurseur sur le sujet. Véhicule léger, moteur qui prend bien des tours, qui est très agréable à conduire. C'est pour ça qu'après, ça se retrouve comme étant une superbe expérience à piloter. Voici un autre modèle, très plaisant à piloter, la Lotus 26R, totalement fidèle à l'esprit inculqué par l'inventeur de la marque, Colin Chapman. Une voiture légère, 580 kg, avec un tout petit moteur de 105 chevaux, bref, un karting. Au volant de celle-ci, un équipage 100% féminin qui sont de plus en plus nombreux en compétition. Il y en a plus en régularité, mais peut-être qu'il y en a d'autres qui vont arriver. En tout cas, nous, on se marre. On a chacune notre rôle. Charlotte, elle fait les circuits. Moi, je fais les spéciales. Et puis, on se partage sur les liaisons. Charlotte termine 3e de sa catégorie sur le circuit de Bresse. Mieux encore, à l'arrivée du Tour Auto avec Michaela, elles sont premières féminines, 55e au général et 3e de classe. Au terme de l'étape marathon, un peu de réconfort pour les organismes et les mécaniques, mais un repos de très courte durée pour les concurrents engagés en régularité qui doivent se lever tôt le lendemain matin pour leur rendez-vous sur le circuit de Charade, une piste tout en dénivelé sur laquelle il s'agit d'être le plus constant possible. D'ailleurs, quel est le secret de la réussite en régularité ? Avec le copilote, c'est surtout la gestion de la pression des pneus. Si on n'est pas dans la bonne pression, on va un peu moins vite ou un peu plus vite. Et comme il faut être cadencé et donc avoir le rythme, eh bien, si on n'a pas la bonne pression, eh bien, on n'est pas évidemment dans les temps de la régularité. Sur le circuit, le pilote choisit une vitesse à laquelle rouler et le copilote doit prendre diverses mesures et références sur le circuit pour le guider et atteindre la ligne d'arrivée dans le bon temps. C'est très amusant mais assez difficile, car la voiture bouge beaucoup. Cette année, une bande d'Argentins a fait la loi en régule, de bout en bout. Les Sud-Américains ont dominé leur sujet, que ça soit en spécial ou en circuit. Et à l'arrivée, sur la promenade des Anglais à Nice, ils réussissent un carton plein. On pointe 4 Argentins parmi les 5 premiers et les grands vainqueurs sont Martin et Francisco Zuccari. When we first came here in 1999, quand nous sommes venus pour la première fois en 1999, il n'y avait personne d'Amérique du Sud, uniquement des Français. Après avoir vu à quel point l'événement était beau, on en a parlé avec nos amis en Argentine. Et on les a convaincus de venir pour mettre un peu de piment dans la course et se battre contre nos amis français. À l'image de celle des Zuccari, plus de 70% des Porsche 911 construites existent toujours, raison pour laquelle elles sont nombreuses dans les courses historiques. Sauf que celle-ci, contrairement aux apparences, n'est pas une 911. Non, c'est une 912. C'est la coque de la 911, mais avec le moteur de la 356, un petit peu amélioré. Alors je pense qu'il fut un temps, sur les circuits, ils ont eu chaud avec le 4 cylindres parce que on allait presque aussi vite que les 911. Du coup, ils ont vite arrêté de faire de la compétition avec la 912 parce que ça allait les desservir commercialement, je pense. Mais non, c'est une super auto qui est très équilibrée. Du coup, certes, en montée, on manque un peu de puissance, mais en descente, c'est un super châssis et on est beaucoup plus léger. Il y a la 911 qui est montée en flèche. Du coup, ceux qui n'avaient pas les moyens, comme moi, d'avoir une 911, se sont achetés une 912. Et du coup, comme c'est une voiture qui est hyper agréable et hyper sympa, il y a beaucoup de gens qui se sont engouffrés là-dedans. Mais revenons un peu en arrière, à l'étape 4, entre Clermont-Ferrand et Villeneuve-les-Avignon. Les concurrents ont vécu une nouvelle journée idyllique avec des traversées de paysages incroyables à travers les Monts de Loire et l'Ardèche. L'Ardèche, terre de rallye, et passage obligé du Monte-Carlo, mais aussi du Tour de France automobile, avec un endroit incontournable par la remise à Entraigues-sur-Volane chez Yves Jouani et sa sœur
Yvette. C'est un petit peu la plateforme du rallye Monte-Carlo à la Drôme-et-l'Ardèche. Et comme vous avez pu le voir, vous venez de faire tout le plateau ardéchois lors du Tour de France automobile. C'est quand même magnifique. Et donc le Tour de France après est rentré dans l'histoire après parce qu'il passait en septembre. Donc la tradition, ça a été la tarte aux pommes pour Monte-Carlo en janvier. Et pour le Tour Auto, c'est la tarte aux fraises. Voilà. Et en général, bon, c'était pratiquement les mêmes pilotes. Mais c'est une histoire qui aujourd'hui continue, se perpétue. Et je suis ravi que le Tour de France continue à passer chez nous. Il ne passe pas toutes les années. Moment suspendu dans le temps, tout comme le dîner du soir à la Chartreuse de Villeneuve-les-Avignon, seul le Tour Auto offre un tel concentré d'émotions aux amateurs de mécaniques anciennes. Nous voici déjà au départ de la dernière journée de course pour rejoindre l'arrivée à Nice. Au matin, sur le parc, sa mécanique encore. C'est pas un métier, hein, c'est une passion, hein, parce que sinon je serais pas là. Non, les journées sont très très longues. On fait beaucoup de kilomètres à courir après la voiture. Et le soir, on rentre tard pour faire la révision, regarder tout ce qui pourrait être amélioré et que la voiture soit fiable pour le pilote. Pour d'autres, on est presque déjà à regretter que l'épreuve touche à sa fin, surtout lorsqu'on est au volant d'une splendide Aston Martin. Elle a été modifiée par le propriétaire précédent, un Français. C'est pourquoi la marque française est présente à l'avant. C'est très inhabituel, une Aston Martin avec le drapeau français. L'arrière a été modifié pour que le propriétaire puisse avoir une meilleure vue. La vitre d'origine était trop petite. En compétition, grâce à cette modification, vous avez une vue plus large. Il reste un peu moins de 400 km à boucler entre Villeneuve-les-Avignon et Nice pour l'ultime journée et la bagarre en tête fait rage. Malheureusement, Émile Brettmayer a dû renoncer boîte de sa GT40 cassée et en VHC, c'est à présent une bagarre entre Jaguar et la Shelby Cobra de Damien Koller. Le Tour Auto 2025 va se jouer dans la première spéciale du jour, le Mont Ventoux, où regroupe de Bédouins. Satanas de Montparnasse, c'est un pseudo, s'élance avec 4 secondes d'avance sur Richard Doux et 1 minute 30 sur Damien Koller. Dans la montée du Ventoux, c'est la grosse attaque pour les concurrents quand arrive la Jaguar numéro 223 en tête du Tour Auto. Au point stop, Satanas et Diabolo arrivent passablement énervés. Ils viennent de perdre la course. Bon, un virage loupé. On s'en est pas trop mal tiré, on a pu faire une marche arrière, mais c'était chaud. Heureusement que j'ai tiré tout droit. Hein. T'as bien fait de tirer tout droit, c'est ce qu'il fallait faire. Bon, ça va aller. Allez. La Jaguar repart, mais n'ira pas au bout de l'aventure. Damien Koller, quant à lui, attaque comme un diable pour tenter de combler l'écart avec Richard Doux. Et au terme de la lutte finale, la chance va sourire, offrant ainsi la première place à Damien et Sylvie. En catégorie HI, celle des voitures les plus performantes engagées sur le Tour Auto, la lutte du dernier jour oppose la Ferrari 308 Groupe 4 de Jérémy Ménéché et la BMW M1 de Olivier Brettmayer. Olivier grappille un peu de son retard dans le Ventoux, mais une sortie de route dans la spéciale suivante ruine ses espoirs de victoire. Cette 13e spéciale du Ventoux a été des plus intenses, au point d'en oublier un moment magique du Tour, le pique-nique avec la distribution des paniers aux concurrents à l'arrivée au niveau du chalet Reynard. Bienvenue au Mont Ventoux. Très fort. Vos 2 paniers et vos bouteilles d'eau. Et vous avez un petit papier sur lequel il est inscrit les endroits où s'arrêter pour déjeuner. Les 2 dernières spéciales du Tour se disputent sur une partie des routes mythiques du Monte-Carlo et dans l'arrière-pays niçois. Discret mais régulier, Paul Suran et Béatrice Derache emmènent leur Dottomaso Pantera à la 2e place du groupe HI, à quelques encablures de Jérémy Ménéché et Laurent Loubet, et qui s'offrent une 2e victoire de rang dans le Tour. On savait que cette dernière journée allait être cruciale, que ça allait finalement se jouer dans la dernière spéciale. Malheureusement, les déboires d'Olivier ont fait que finalement cette dernière spéciale, qui était absolument splendide,
bon, nous a permis de la faire de façon un petit peu plus relax. Mais voilà, ça a été un tour auto extraordinaire, des paysages absolument fantastiques, une édition mémorable. À Nice, sur la promenade des Anglais, le podium à fière allure, avec Anne et Bertrand Penlay qui finissent 3e derrière Marcus Anderson et Nicolas Arena. Et c'est au final un des plus fidèles du Tour Auto qui enfin remporte la victoire derrière laquelle il court depuis 25 ans. Avec son épouse Sylvie, Damien Keller décroche son Graal. J'ai 25 Tours Auto, avec Sylvie j'en ai 14 et ça a été des grands moments de plaisir. Je dois être à 8 ou 9 podiums, donc c'est quand même déjà pas mal. Ouais. Mais on n'avait jamais franchi la marche ultime. Et donc ça fait vraiment du bien et ça nous rend vraiment très heureux et c'est un bonheur pour nous. J'ai rencontré Sylvie, la première chose que je lui ai dit, écoute, si on doit faire un bout de chemin ensemble, la première chose qu'il faut que tu fasses, c'est que tu sois dans la voiture et on fait un Tour Auto. Ça s'est très bien passé, on n'a jamais un mot au-dessus de l'autre. On sait pas ce que c'est de se fâcher, alors qu'elle a du tempérament, j'en ai. Le reste de l'année, ça peut quelquefois être chaud. Jamais au Tour Auto. Oui, donc le Tour Auto fait partie intimement de notre vie. Une magnifique conclusion pour cette édition qui, à coup sûr, restera dans les annales de cette course. À aucune autre pareille.